BFM Business, 60 minutes business, l'invité. Et alors qu'on parlait il y a un instant avec Antoine Larigauderie d'un léger rebond sur les cryptos, on reçoit Claire Balva aujourd'hui, bonjour, spécialiste des cryptoactifs avec nous souvent sur BFM Business. Et on a appris hier, ça tombe bien, Sam Bankman-Fried qui a été arrêté finalement aux Bahamas à la demande des États-Unis qui ont porté plainte contre le trentenaire, qui vont probablement demander son extradition. On va parler des conséquences sur le secteur, mais elle a mis du temps à arriver cette arrestation quand même. Ah oui, ça fait un mois qu'elle est très attendue par toute la communauté, tous les particuliers surtout qui ont perdu des fonds, qui ne savent pas encore combien ils vont pouvoir récupérer. Et c'était incompréhensible cette attente parce que dans la finance traditionnelle, on est habitué à un peu plus de réactivité parce que les lois sont sans doute beaucoup plus claires aussi que dans la crypto. Mais donc effectivement, c'est une bonne nouvelle et je pense que c'est un soulagement pour beaucoup de gens de savoir qu'on va enfin avoir des réponses sur cette affaire. Oui, parce que ce qui s'est passé, évidemment, cette implosion d'FTX, c'est du pain béni pour les anti, ceux qui sont contre les cryptos. Il s'est passé ici tout ce qu'on peut craindre sur une bourse d'échange, en fait. En fait, c'est une histoire de fraude qui est vieille comme l'histoire de la finance, finalement. C'est sûr que ça donne du pain béni, comme vous le dites. Maintenant, ce que j'observe aussi, c'est que ça va permettre probablement d'en tirer des leçons et de mettre en place des bonnes pratiques. On voit d'ailleurs en ce moment qu'il y a une forme de méfiance généralisée vis-à-vis des plateformes d'échange et que certaines mettent en valeur des preuves de réserve, qu'elles essayent en tout cas de rassurer leurs investisseurs en mandatant des cabinets d'audit. Alors on voit en ce moment que Binance d'ailleurs a quelques difficultés à rassurer ses investisseurs. Mais finalement cette affaire va permettre à tout le monde aussi de gagner en maturité dans le secteur, de mettre en place les bonnes pratiques qui auraient dû être mises en place il y a des années. Est-ce que ça a changé, enfin c'est ce que vous étiez en train de dire finalement, la façon de faire des investisseurs? Est-ce qu'ils se sont mis à stocker davantage leurs actifs sur des systèmes plus sécurisés? Est-ce qu'ils vont changer durablement leur façon de gérer leurs crypto-actifs? Alors à court terme c'est possible. D'ailleurs on a beaucoup entendu Ledger dire qu'ils n'avaient jamais vendu autant d'appareils pour sécuriser leurs cryptos. Donc à court terme effectivement il va y avoir un retour de ce qu'on appelle la self-custody, donc le stockage de ces clés privées, de ces crypto-monnaies soi-même. Maintenant, à long terme, les plateformes d'échange ne vont pas du tout disparaître. On aura toujours besoin d'intermédiaires pour échanger ces euros contre de la crypto, pour échanger les crypto-monnaies entre elles. Donc, à long terme, je pense que les plateformes d'échange vont continuer leur croissance et leur place prépondérante aussi dans ce secteur-là. Jean-Marc? Oui, non, moi, ce qui me frappe dans cette affaire, c'est qu'effectivement, les partisans de ces crypto-actifs tenaient un peu un discours. On est contre le shérif de Nottingham, on est Robin des Bois, on va apporter... En fait, c'est pas du tout Robin des Bois, c'est-à-dire c'est des voleurs, mais ils n'ont pas volé le shérif, ils ont volé les gens qui leur ont apporté leur épargne. Oui, comme dans toute affaire de fraude, dans toute affaire de fraude. Et la deuxième remarque que je ferais, c'est que finalement, les gens, à la fin des fins, ce qu'ils attendent de tout ce genre d'opération, c'est pas les crypto-monnaies, c'est pas les crypto-actifs, c'est qu'ils ont la conviction qu'à la fin des fins de l'opération, ils récupéreront davantage d'euros, davantage de dollars, davantage de monnaie. S'ils s'engagent là-dedans, c'est dans se disant, à la fin des fins, je vais gagner. Et gagner quoi? Des euros et des dollars. Et donc, derrière tout ça, il y a quand même encore, pour ceux qui défendent la théorie des crypto-monnaies, il y a encore du chemin à parcourir parce que les gens qui viennent vers eux sont quand même convaincus que le dollar et l'euro, ça reste les valeurs de référence. On parlait... Oui, Claire? Deux choses quand même. Il ne faut pas généraliser la fraude FTX à tous les acteurs secteur. Heureusement, la plupart d'entre eux font correctement leur travail, sinon ce serait très inquiétant. Et sur l'utilité des crypto-monnaies, il n'y a pas de doute. En France et dans les pays riches, c'est aujourd'hui un actif d'investissement plus qu'une monnaie d'échange. Maintenant, c'est pas le cas partout dans le monde. Le problème n'est pas le Bitcoin de toute façon. Le problème, c'est la bourse d'échange. Bien sûr, bien sûr. En fait, cette affaire ne remet pas en cause les fondamentaux des technologies décentralisées, notamment de Bitcoin. Elle met en valeur d'ailleurs le risque d'une trop grande centralisation qu'on a vu à la fois sur cette plateforme d'échange, mais aussi sur certains protocoles, sur certains projets qui étaient très dépendants de cet exchange. Donc, elle souligne le besoin d'une plus grande décentralisation. Alors, comment on va faire pour réguler aujourd'hui ce secteur? De quels outils on dispose pour réguler le secteur des cryptoactifs et éviter ce genre de scandale à l'avenir? En fait, ce qu'on régule, c'est pas les technologies, c'est les intermédiaires, donc typiquement les plateformes d'échange. Mais tout le sujet, bien sûr, c'est non seulement de réguler chez soi, mais aussi d'avoir une approche holistique du secteur et d'avoir bien conscience que c'est un secteur qui est mondial. Et donc, si on régule, par exemple, très strictement les acteurs chez soi, c'est bien, les acteurs locaux vont respecter des règles très strictes, mais en revanche, on ne va pas nécessairement protéger le consommateur qui, lui, sera peut-être attiré par des plateformes étrangères qui sont basées dans des endroits avec une régulation beaucoup plus laxiste. Et donc, l'enjeu, c'est aussi celui de l'harmonisation internationale et c'est celui d'avoir des acteurs locaux qui soient de grande taille et qui aient les moyens d'attirer les consommateurs.
Là, il y a quand même des répercussions énormes sur la valeur des crypto-monnaies. Là, le Bitcoin, on parle d'un rebond aujourd'hui, il est à 17 000 $. Bon, c'est pas vraiment un rebond. Est-ce qu'on le verra un jour réapparaître avec une valeur de 63 000 $ comme on l'avait vu en novembre 2021, ou aller au-delà comme on le disait les mois d'avant, ou là on en est encore, on en est loin? Ou c'est une possibilité? C'est possible, mais moi je vais pas m'avancer et faire de conseils en investissement et vous dire tel jour Bitcoin sera à 60 000 $. Non, ça c'est pas possible. En réalité, personne n'en sait rien. Ni les gens qui sont dans le secteur, ni ceux qui n'y sont pas. Personne ne sait comment va évoluer Bitcoin dans les prochains mois, dans les prochaines années. C'est pour ça qu'il faut n'y investir que ce qu'on est prêt à perdre et idéalement ne pas succomber à la tentation de faire du trading, mais plutôt le voir comme une diversification d'épargne sur le long terme et pas sur un coup one shot pour gagner beaucoup d'argent. Oui, c'est ça, toujours sur le long terme. Il faut quand même être très prudent dans ce qu'on mise. Merci beaucoup, Claire Balva, d'être venue nous voir, spécialiste des crypto-monnaies dans 60 minutes business.